Salut à tous et bienvenue sur Football Club de Marseille. Apparemment, j'ai un truc à vendre en ce moment, je me souviens plus, c'est peut-être là, je sais plus. Achetez mon livre, faites une bonne œuvre pour le beau football, pour le football romantique. Il faut qu'il continue à vivre. Aujourd'hui, on va pas parler de football romantique, on va parler de ce triste match hier soir et on espère qu'il y aura du football romantique dimanche. On verra. On va discuter de tout ça avec Monsieur Baranguet. Bonjour. Bonjour. Bonjour l'AFP. Comment va l'AFP ? Oh, l'AFP va plutôt bien, un peu déçu par le match d'hier, pas un très beau spectacle, une défaite. Avec un très beau maillot aujourd'hui parce que ce qu'on appréciait c'était le fait que l'écusson du club soit autant mis en valeur, c'est pas mal. Exactement, maillot du Sao Paulo FC, acheté à Sao Paulo, bien entendu, pendant la Coupe du Monde. Voilà, et en plus on a eu un crack qui est passé par l'OM et Sao Paulo, un certain Doria, qui a laissé des grands souvenirs à Wahid, n'est-ce pas ? Mais qui lui avait marqué un but contre Lyon en Coupe de France. Et ouais. C'est vrai, on s'en souvient toujours. Ça va Wahid ? Ça va, nickel. Moi, j'ai pas ramené de maillot de foot, par contre. Ah, il est venu avec un objet fétiche. Ah ouais, moi, ça, Voilà, c'est important. les fameuses lunettes de ski. Donc pour les tweetos, ça va rappeler quelque chose. Ça va rappeler quelque chose, et puis c'est un soutien aussi à notre coach qui est un petit peu critiqué, tensé là, ces derniers temps. Voilà, parce que Villas-Boas est parti au ski, Wahid est parti au ski. Les photos de Wahid au ski ont beaucoup fait rire ses amis sur Twitter. Donc on a insisté pour qu'il ramène ses lunettes de ski. Elles lui vont tellement bien, c'est tellement... Bon, il est pas venu avec la combinaison. Non, il fait un peu chaud quand même pour la combinaison. Bah écoute. Il l'a prêté à Macron pour la mer de glace ce matin. Et voilà, tu vois, on parle quand même de gens qu'on aime bien ici. Tu vois, on parlait de Villas-Boas, Manu. Va pas nous gâcher la journée, Manu, s'il te plaît. Supporter de l'OM. C'est pas parce que t'as un prénom... Mais ça va dans tous les cas. Heureusement, maintenant on passe à Nico. Nico, lui, il adore Macron. Ça va, Nico ? Je crois que Macron, c'est la personne que je préfère dans le monde entier. Voilà, et cette émission est très politisée. Hein. De plus en plus, t'as vu ? On sent qu'il y a des élections municipales qui arrivent à Marseille. Hein. Voilà. Tu prépares un livre sur Emmanuel Macron ? Je n'ai pas les talents d'écriture de Mourad Hartz et je n'ai pas grand-chose à dire sur... Super transition, achetez mon livre. Et n'oublie pas les 50 000, sinon il y a Monsieur Bencourt qui va pas être content. Alors on va demander le fameux bouton qui apparaît normalement ici. Ah, voilà, là, c'est bien fait. Voilà, moi je suis meilleur. Parce que Ben, ça fait un mois qu'on a ce bouton, à chaque fois il est là, il le trouve pas, il est là, le bouton, donc abonnez-vous. C'est la cocaïne. Si, voilà, c'est vrai, parce que dans les commentaires on dit souvent, mais putain, Ben il est plein de coke et tout. Mais, non, il est comme ça, il est tombé dedans comme Obélix. Heureusement qu'il en prend pas parce que j'aimerais pas voir à quoi ça ressemble. Ben Courme qui n'est pas là un lendemain de victoire de Rudy Garcia. Je m'empresse quand même de le noter. C'est vrai. Justement, c'est on en parle tout de suite. Hier, on a été éliminé de la Coupe de France par Rudy Garcia. C'est parti, c'est le décrassage. Alors, l'Olympique de Marseille est éliminé de la Coupe de France en quart de finale. C'est le décrassage, c'est l'analyse à froid. En quelques phrases, à froid. Manu, qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Pas grand-chose. J'ai presque l'impression qu'ils l'ont à peine joué ce match, puisque ils n'ont pas beaucoup attaqué. Une fois que Payet est sorti, on avait l'impression qu'ils faisaient plus de place vers l'arrière que vers l'avant. Et une fois mené 1-0, ils ont vaguement agité le truc. Ils n'ont jamais été vraiment dangereux. Ouais, juste Marley Ake qui a manqué de vis et d'expérience. Petit, tu passes devant, tu laisses le mec faire faute et tu as penalty. Bon, de promptitude. C'est pas mal résumé. Wahid, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, hormis que je pense qu'on pouvait pas espérer beaucoup mieux. Hein. De toute façon, on savait que ça allait être un match très fermé. Et avec le peu d'éléments devant, avec Lopez à droite, Germain fantomatique devant comme d'hab en pointe, il n'y a que Payet et on n'a pas d'attaquant en fait. On se rend compte qu'on a joué sans attaquant, véritable attaquant. Donc ça, tout de suite c'est plus dur pour marquer des buts. On était de meilleure humeur dans l'intro. Hein. Nico, remonte-nous le moral. Alors je vais talent d'acteur. Bon, franchement, moi, j'ai vu 30 minutes. Mon équipe, c'est celle des 30 premières minutes. Non, parce que finalement, l'OM, moi je trouve pendant 30 minutes, ils ont eu un peu la maîtrise du ballon. Ils ont eu des pseudo-situations. Il y a eu les petits exters du pied de Payet merveilleux. Ah oui, avec Sanson qui change pour Lopez. Centre pour Germain qui se foire complet. Et il y a aussi la passe en retrait de Bounassar qui fait une belle passe en retrait. Ouais. Et Rongier qui nous envoie encore une cacahuète. D'ailleurs, Bounassar à la 20e, et on en discutait dans le live parce que les centres de Sarr, ça fait faire des cauchemars à Nico. Et il en fait un juste avant ce centre-là. Et je lui dis, il est pas mal le centre de Sarr, mais il n'y avait personne dans la surface. Parce qu'il fait un bon centre. Le centre était bon, mais il y avait personne dans la zone où il envoie. Donc, mais là, il doit y avoir un... Parce que moi, je veux bien le tracher, Bounassar, mais là, son centre, il est bon. En fait, après, le problème, c'est qu'il
normalement, premier poteau, il doit y avoir quelqu'un, quoi. Donc, ouais, mais bon, quand tu connais Valère Germain, il faut aussi un peu s'adapter à la psychologie de ton attaquant, quoi. Ah, mais donc tu centres pas. Bon, on va passer au fait du match. Est-ce qu'il y a un fait marquant dans ce match? Attendez, j'avais oublié. Parce que tu as parlé de ce truc de Marsal. On va quand même faire un petit point à Rudy Garcia, qui a dit Marsal a presque marqué un but hier. Donc voilà, il a dit il a presque marqué un but à ce moment-là, en sauvant sur le truc. Alors bien sûr, on comprend ce qu'il veut dire. Mais quand même, quel artiste. Quel communicant hors pair. Quel artiste. Donc voilà, donc le fait du match, vas-y, Manu. J'ai cru que c'était le penalty détourné par Pelé. À ce moment-là, je me suis dit, bon, ils vont gagner en fait. Ils vont encore avoir de la chance et de la réussite. La réussite leur colle au basque cette année, et tant mieux. Et je pensais qu'ils allaient marquer sur un compte. Parce que tu dis, on pouvait rien faire et tout. Je suis pas tout à fait d'accord. Il suffit d'une fois au foot. Une fois, même sur un malentendu, sur un but du genou. Regarde le but contre son camp qu'a marqué Lyon contre Paris. Il peut toujours arriver une petite chose comme ça. Moi, je trouvais qu'il les contrôlait plutôt bien. Ils défendaient très bien, comme d'habitude. Et en fait, ils ont fait une erreur de marquage. Il me semble que Sakai est fautif là-dessus, mais il est peut-être pas le seul parce qu'il remonte trop et il libère Aouar. Et Pelé qui avait été génial avant, celui-là, il l'a pas arrêté. Alors pour moi, le fait du match, c'est Ake qui oublie d'avoir le vice et de jouer le penalty. Mais je suis un peu trop italien, pardon. D'accord. C'est vrai que si on peut s'arrêter 2 minutes sur cette action, je sais pas, ce que t'en as pensé toi, Waïd. C'est vrai que sur le coup, sur l'action, tu te dis ah ouais, Saka il monte et il laisse dans son dos partir Aouar. Après, il monte sur Traoré qui est censé être l'ailier. Est-ce que là, c'est pas un milieu de terrain qui devait être sur le marquage? Après, si tu marques en zone, bon, c'est peut-être. Moi, j'ai du mal à lire cette action. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Ouais, moi, je pense un peu comme Nico. Je pense que le problème là vient du milieu de terrain en fait. Il y a eu un oubli et le décalage a été fait à ce niveau-là. Du coup après t'as Traoré qui il se promène tout seul. Il faut bien qu'il y en ait un qui sorte sur lui. Ouais, Sakai il peut pas tout découper tout seul. Mais c'est Alvaro, il me semble, qui est aux côtés de Sakai. Est-ce que c'est pas Alvaro qui va sur Traoré, Sakai reste dans cette zone, ou est-ce que sinon si Sakai va sur l'adversaire, toute la ligne remonte? Mais je crois que non, mais là ça va tellement vite en fait. Il y a une mauvaise coordination. Le jeu demande faute. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de but. Voilà, donc à partir de là, tu fais une première erreur tactique au milieu et t'as des joueurs comme Traoré qui, dans des matchs comme ça, est en général très bon. Tu te fais punir tout de suite, hein, de toute façon. Mais pour moi, le fait marquant du match pour moi, là où j'ai vraiment senti un gros déséquilibre chez nous, c'est la sortie de Payet. Ouais. Ah, là, ça a été une catastrophe. Les 10 dernières minutes, ça a été. Après, il y a eu un moment, très peu après la sortie de Payet, il me semble que c'est Bouba Camara, c'est pas du tout pour l'accabler lui, mais en fait, il monte, il avance. Il s'arrête et il fait une passe en retrait. Mais ça a été que ça. Vous allez plus jouer alors? Ça a été que ça. Ouais. Il a fait rentrer que des attaquants, que des offensifs, et on a joué en retrait tout le long. Il y a eu un gros déficit dans la créativité de Nico. Le fait du match, Alors moi, mon fait du match, je reste toujours sur mon histoire de première demi-heure, où on disait qu'il y avait quand même une certaine maîtrise de l'OM pendant une demi-heure. Et justement, à la 31e minute, il y a la première situation lyonnaise, qui avait vraiment du mal à se créer des situations. Et je trouve que le match, il bascule à ce moment-là. Parce qu'à partir de là, l'OM, mis à part l'action d'Ake en fin de match, ils n'ont plus rien. À la 31e minute, ça se termine. L'OM joue prudent, plus trop de risques. Après, Payet, avant de sortir, de toute façon, en deuxième mi-temps, il ne touchait plus un ballon. Et c'était à Lopez un petit peu d'essayer de faire quelque chose. Et Lopez, mis à part 2 passes en avant ratées, il n'a pas tenté grand-chose. Moi, je suis un défenseur acharné de Lopez. Mais là, sur ce match-là, il n'a pas été bon. C'était à lui de prendre un peu le jeu à son compte. Mais après... ça bougeait pas, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de mouvement offensif. On sentait que l'OM, il jouait vraiment la carte de la prolongation des pénaltys, quoi. C'est clair que si, même sur FCM, on commence à être dur avec Lopez, il y a beaucoup d'endroits où on va le défendre. Et même moi, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin, j'ai été très déçu de son match hier. Donc voilà, on va aussi noter que hier, pendant nos commentaires en live, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur Twitch, à chaque fois qu'on disait « Ah, l'OM est pas mal » à ce moment-là, on commençait à perdre complètement le contrôle du match. C'est le syndrome du commentateur, ça c'est bien, ça veut dire que vous vous approchez du niveau professionnel. Voilà, donc on ne dira plus jamais ça. Mais nous, on veut que l'OM gagne aussi, on est partisans, donc on va plus le dire et on va nous dire « Faites des commentaires de merde, c'est pas grave si l'OM gagne ». À la fin, on va passer à la rubrique star du décrassage, le fameux Man and Merguez of the Match. C'est man. Yeah, of course, man. Of course, man. Et apparemment, les Golden Globes vont peut-être faire ça, Man and Merguez of the Man and the Merguez of the Year in cinéma, quelque chose comme ça. Donc, quel est le Man of the Match? On va changer, parce que je fais ça vraiment de manière, je suis très discipliné, partir vers le milieu. Waïd, the Man of the Match.
Chez nous, Pelé. Pelé. Après, il est pas super rassurant non plus dans ses sorties, dans son jeu au pied. Et sur le but, franchement, il n'est pas flambant non plus sur le but. Il est déjà par terre au moment de la frappe. Ça a toujours été un de ses problèmes. Il est tellement lent sur ses appuis qu'il est obligé d'anticiper en fait. Tu veux dire que c'est un peu un Landreau grand quoi. Ouais, je sais pas. Parce que Landreau, sa capacité à être toujours par terre. Je sais pas si vous vous souvenez, Landreau c'était quelque chose. Ah, il anticipait aussi beaucoup. D'ailleurs, Grégory Après, Coupé non, mais sinon, arrêter ce but. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui vous vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Manu, tu sens que. Moi, je sortirais Bouba Camara, c'est le seul que j'ai trouvé à peu près à son niveau. Les autres m'ont tous un petit peu déçu. Même Alvaro, que j'aime beaucoup. Pelé, effectivement, il arrête le penalty et il fait pas une faute sur le but, mais on aurait voulu que pour être man of the match, il fallait sortir ça. Peut-être Camara pour en sortir un. Et puis pour souligner la performance de Camara, parce que Camara a fait plusieurs très bons matchs cette année, mais au milieu de terrain défensif. Et là, c'est l'une des premières fois où il est replacé derrière et où il est très bon. En effet, je l'ai trouvé très bon aussi. Moi, je suis d'accord avec Manu pour Camara, mais je donnerais mon man of the match à Sanson, mais juste pour les 20 premières minutes. C'est mon man of the match des 20 premières minutes. C'est presque ton man of the match. C'est presque mon man of the match. Ouais, même derrière, moi j'ai trouvé que Sanson, il a quand même eu une certaine combativité au niveau du pressing. On sentait que quand l'OM voulait presser, et que si on récupérait un ballon, ça passait par Sanson. Donc, mais c'est pas là qu'on l'attend. Moi, je trouve qu'il a rien fait devant. Si, il a percé. Il a fait des appels, mais après. Il a fait des appels, il a porté la balle. Au début de match, ça allait. Après, il a disparu. Il y a un moment, je me souviens, en début de seconde période, en tout cas avant qu'on se prenne le penalty et le but, il y a Sanson qui est sur le côté droit et il a un bon ballon et il veut centrer et il voit qu'il n'y a personne et il repasse derrière parce qu'il n'y a personne dans la surface. Donc, il est un peu tributaire de ça aussi quand même. Man of the debut of the match. C'est ça. C'est ça. Man of the debut of the match, je pense que là, on est parfaitement dans l'esprit de cette partie. Très très bien, Manu. Wade, est-ce que je t'ai demandé ton man of the match? Non, oui, il est celui qui a commencé. J'ai dit Pelé. Tu vois, c'est trop bielciste. Ouais. Dès que tu sors de la discipline, tu es perdu. Voilà, c'est ça. Il est très bielciste. Voilà. Je n'ai rien dit. Donc, the merguez of the match, messieurs, qui... Bon, allez, je commence. Bon, forcément, je la donnerai à Germain comme d'habitude ces derniers temps, mais c'est trop facile. Je vais la donner à Rongier. Parce que je trouve que Rongier, il a été en dessous de son niveau habituel. Alors, tout le monde va dire « Ah, c'est super dur, Rongier, il court quand même beaucoup, il fait encore beaucoup d'efforts. » Moi, je le trouve hyper imprécis dans ses passes. Même des passes simples, à 2 mètres, il a fait des mauvaises passes. Il a perdu plus de ballons que d'habitude. Et même dans son pressing, je l'ai trouvé à contre-temps. C'est pas le Rongier qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la saison. Il est un peu moins bien en 2020, comme le reste de l'équipe. Et ce match-là, je trouve que c'est un peu l'apothéose de son moins bien. J'espère qu'il va se réveiller face à Lille. Je suis d'accord avec ça. Wade, t'es d'accord avec ça ou pas? Complètement. Déjà, comme Nico, Germain, je le note même pas. En fait. Ouais, voilà. Il est. En fait, on en a marre de taper dessus parce que c'est vrai qu'on nous dit oui, machin, et en fait, on veut pas non plus l'accabler et on le sait et c'est fatigant. Hier, je dois faire les notes sur FCM, je me dis mais. Qu'est-ce que je vais réécrire la même chose sur Valère Germain. C'est bien, il dégage des ballons de la tête et il sert à rien devant. Non, mais il faut bien appuyer sur le fait qu'il décroche mal, il prend jamais la profondeur. Ouais, voilà, on le sait depuis 3 ans. J'ai terminé en disant c'est la plus mauvaise longue blague à Marseille. Après, t'as pas envie de le défoncer non plus. C'est un mec qui fait des efforts défensifs, qui se replace. Voilà, il est limité. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Ouais. C'est dur et c'est vraiment j'ai l'impression que c'est dur pour nous et pour lui de voir ça. Non mais pour lui, moi personnellement en tant que supporter, je m'en fous. Non mais je m'en fous, sérieusement, je m'en fous complètement que ce soit dur pour lui. Nous il y est pour rien. On le fait venir à Marseille, c'est vrai, pour 8 millions et puis il fait ce qu'il peut quoi. Un bon salaire, 330 000 € pour un très très bon salaire. Ouais. Plus de 300 000 je crois. Ouais, c'est 330 000. Non, donc ça me fait rire. Mais sinon ça c'est le merguez d'or, on va dire. Et puis après merguez de... On a vraiment les sous-menus alors. Le merguez of the match. Je mettrais Rongier. Moi c'est celui qui m'a le... En fait, il n'a pas été plus nul que les autres. Enfin, à voir. Mais il est tellement en dessous de ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. Donc ouais. Puisqu'on parle de merguez, on va rappeler que tu es restaurateur et ton restaurant, Les Saveurs de Nora, qui se trouve dans le 4e arrondissement de Marseille. Voilà. Vas-y, donne l'adresse. Ouais, c'est 14 boulevard Figuière, les gars, donc à Marseille, 4e arrondissement. Et tu ne sers pas des merguez? Ça dépend. Des bonnes merguez. Ouais, des très bonnes merguez, donc avec le couscous quand les gens le demandent.
Parce que couscous se fait sans merguez. Et on n'est toujours pas venu manger chez toi, mais Non, on on viendra, fait que du bien, vraiment. On a Faudrait. de très bonnes revues sur le restaurant. Donc voilà, sur ce petit instant auto-promo, Manu, ta merguez du match. Mais c'est vrai qu'on a le choix là pour les merguez. Vous aviez faire un promis de sandwich. pas accabler Germain, puis vous en avez beaucoup parlé. Moi, malgré tout, ça reste Valère Germain. C'est parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très gentil garçon et je dis pas ça comme un truc négatif. Mais là, Vous savez, il est gentil. On juge pas le garçon. Mais oui. Mais non, c'est vraiment, il est pas assez bon. Je suis d'accord que, mais que deviens-tu, Valentin? C'est clair, il est méconnaissable, mais il a du crédit quand même de tout ce qu'il avait Oui, réussi il a avant. du crédit, mais justement, c'est pour ça. On est déçus. Moi, ça reste Germain, la merguez du match. Voilà. Moi, je n'aime pas accabler non plus Max Lopez, un joueur que je trouve qui n'est jamais jugé normalement à Marseille, où on le voit plus fort qu'il n'est et c'est pas la peine, C'est exactement et ça. on le voit plus nul qu'il n'est. On a des confrères, Mourad, n'est-ce pas, qui n'arrêtent pas de dire il fait que des passes en arrière, machin. Ce Avis, n'est pas si vrai. tu nous regardes, on te salue. Ce n'est pas vrai. C'est un. Et puis, je pense, et je l'ai déjà dit chez vous, je pense vraiment que l'histoire Bouba Camara, Max Lopez, elle est importante à raconter. L'OM, les joueurs du cru, etc. C'est très important. Beaucoup de très Alors, grands clubs font ça. pour une Donc, fois- c'est pas un totem d'immunité, mais il mérite un peu. C'est vrai qu'il n'est pas en forme, Lopez. Alors, en 2020, il n'est voilà, pas en forme. c'est ça. Pour une fois, alors je suis vraiment l'un des grands défenseurs de Maxime Lopez. Je me prends souvent des salves d'insultes en disant ah, ça va, Lopez, il est nul, Mourad, pourquoi tu le Bien sûr défends? qu'il n'est pas en confiance. Et Oh là donc- là, il fait plus rien. Ouais, donc je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu dis qu'il est géré de manière anormale, enfin qu'il est jugé, qu'il n'est jamais jugé de manière normale. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis aussi d'accord avec le fait que ce soit, enfin ça tu l'as pas dit, mais je pense que c'est un joueur spécial qui a certaines qualités qui ne se marient pas à tous les styles de jeu, peut-être pas au style de jeu de la Ligue 1. C'est quelqu'un qui a des qualités, c'est certain. Il y a un joueur d'équipe qui tourne déjà. Il peut pas porter l'équipe tout seul. Mais par Contrairement à contre, Payet. et donc voilà, et puis comme tu dis, l'histoire elle est très importante aussi parce qu'on nous reproche aussi de dire ouais c'est simplement parce qu'il est formé au club. mais ça compte. Mais pourquoi pas, voilà, ça compte et pourquoi pas, c'est bien aussi de s'attacher à des joueurs. Enfin moi si je fais un bouquin sur Bielsa, c'est aussi que je me suis attaché à lui et j'ai envie de m'attacher à des choses. Le football pour moi c'est pas qu'une activité comptable, donc voilà j'ai envie de m'attacher à ça. Donc en effet c'est vrai que je suis attaché à ce que peut représenter Maxime Lopez, au fait qu'il ait ce football un peu offensif ou en tout cas ce football de possession. Qu'il soit un Marseillais, qu'il ait été formé à l'OM, qu'il ait fait une excellente première partie de saison, mais et qu'en plus il soit jugé de manière très difficile, donc ça me donne encore plus envie de le défendre. Mais là, je pense qu'il est à un tournant de sa carrière et qu'il faut qu'il se remette en question sur certaines choses parce que ça a dû être difficile avec lui et avec Rudy Garcia lorsqu'il est passé dans un milieu à deux où il jouait très bas et où donc son rôle là c'était vraiment de faire des petites passes, de garder la possession du ballon. Mais là, hier on l'attend, il a perdu de la créativité. En fait, je trouve qu'il lui manque vraiment de la créativité. Il a pas de confiance, donc c'est vrai que pour tenter des choses, ça vient aussi avec la confiance, mais j'aimerais vraiment retrouver le Maxime Lopez qu'on a vu sur sa première saison marseillaise, qui s'est un peu perdu depuis, pas que de sa faute, parce qu'encore une fois, tactiquement, on lui a demandé des choses différentes, mais c'est Maxime Lopez qui était capable de faire une passe, de faire des passes vers l'avant, il en fait tout le temps. Ça, c'est un faux procès qu'on lui fait. Il en fait tout le temps des passes vers l'avant, mais des passes qui, dans la surface, des passes clés dans la surface de réparation, des dernières passes, et puis de créer quelque chose, voilà, de prendre plus de risques, parce qu'il fait des passes vers l'avant, il fait avancer le jeu, mais c'est toujours dans la sécurité. Et là, il faut qu'il sorte de la sécurité, il faut qu'il se mette en danger. C'est déjà très bien qu'un Marseillais arrive à faire plus d'une centaine de matchs à l'Olympique de Marseille. C'est déjà très bien qu'il parvienne à se construire une carrière pro. Mais il a des qualités, il faut qu'il en fasse plus. Et hier, moi, j'étais très déçu par Maxime Lopez. Donc voilà, c'est la fin de mon petit tunnel. Sur ce, Walid, à moins que tu voulais rajouter quelque chose, je te voyais un petit peu interloqué par. Non, par parce que tu résumes assez bien le joueur. C'est juste que moi, je fais partie de ceux qui essaient d'avoir un avis objectif sur lui. Et non pas défenseur ou le démonteur de Lopez. C'est un joueur, pour moi, aujourd'hui, il a peut-être atteint sa limite. C'est pas pour rien qu'Aveber répète plusieurs fois. Non, mais tu peux pas dire ça. Non, mais si, je te parle pas de niveau. Je te parle pas de niveau de joueur. Le niveau, on sait de quoi il est capable. Il l'a fait, comme tu l'as dit, la première année à Marseille, où il sort du centre de formation, personne ne le connaît. Voilà, c'est une surprise un peu pour tout le monde, le petit faux follet.
on se dit, voilà, c'est un mec qui a du ballon, c'est vrai, il faut pas se mentir. Après, il faut se dire qu'il est peut-être arrivé à un tournant ou arrivé à une limite, du moins pour moi, à Marseille. Il a une pression énorme, ce gamin. Et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à l'encaisser et ça lui fait perdre confiance. On voit que petit à petit, en fait, il s'enfonce. Et il va vraiment falloir qu'il réfléchisse cet été, savoir si il continue ou il est capable de se relever. Il a du mental, hein. Il est déjà sorti plusieurs fois d'une période comme ça. Il a du mental. Hein. Mais là, dure quand même un peu. Depuis le début de la saison, il est derrière les deux au milieu quand même. Il fait quand même il est derrière les deux au milieu. C'est vrai qu'il fait une très bonne saison, mais il fait tout de même deux très bons matchs cette saison. Contre Montpellier en tant que relayeur un peu plus offensif et contre Lyon en milieu de terrain offensif. Voilà, et c'est des matchs où justement il a donné ce truc que je le défends toujours contre ça, mais là où justement hier ça a été frappant, ce truc où il a donné des ballons vraiment qui sont décisifs pour l'attaque. Mais il l'a fait contre Toulouse aussi, il le fait aussi. Non mais ça il le fait, il sait le faire. Il sait casser des lignes sur une passe, il sait faire tout ça. Vas-y Nico, termine là-dessus. Pour son avenir, faut pas oublier qu'il se contrat jusqu'en 2021. Donc son avenir il se pose directement cet été, ça c'est sûr, même pour le club. Donc il va falloir faire un choix clair, le prolonger ou le vendre. Après, Maxime Lopez, moi je suis désolé, s'il joue pas aujourd'hui, les deux autres sont peut-être meilleurs, mais surtout le style de jeu proposé par Villas-Boas correspond plus à Sanson et Rongier. Lui, c'est vraiment un jeu de possession. Villas-Boas, c'est plus un jeu d'agressivité et d'aller vite vers l'avant. Et je pense qu'il ne correspond pas aussi au style de jeu de Villas-Boas. Et c'est plus compliqué pour lui aussi pour ça. Il n'a pas joué pendant longtemps. Il a plus confiance, il faut prendre ces facteurs-là en compte. L'équipe ne joue pas pour son style de jeu, donc c'est encore plus compliqué pour lui. Voilà, on a fait donc plus de 20 minutes sur le décrassage, c'est plus long que prévu, mais c'est pas grave. En espérant qu'il revienne. Oui, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a envie de le voir faire une très belle carrière et que ce soit à Marseille ou ailleurs. Et ça peut être un très bon remplaçant des deux d'ailleurs. Voilà, mais bon... On va passer à notre petit débat. Il n'y aura pas de trophée cette année à l'Olympique de Marseille. Jingle. Donc c'est officiel, à moins que le Qatar parte en guerre contre l'Arabie Saoudite et soit jeté de Paris et qu'il perde des points ou un truc comme ça. L'OM ne sera pas champion de France, l'OM ne gagnera pas la Coupe de France. L'OM s'est fait éliminer en entrée de la Coupe de la Ligue à Monaco, sans doute l'un des pires matchs de la saison. Donc pas de trophée une année de plus. Alors attention, grande question. Est-ce que c'est une déception ? Vas-y Manu. C'est une déception, mais moi je vois une chose de positive, c'est que Villas-Boas a dit qu'il voulait gagner quelque chose avec l'OM, alors peut-être ça va lui donner envie de rester une année de plus. Oh là là, mais quel positiviste, c'est beau. J'ai envie d'applaudir là, franchement c'est beau. Ouais, pas de trophée cette année, une déception. Ma question, mais vraiment quelle question de... c'est moi qui l'ai faite. Déçu un petit peu, non, mais toujours un peu déçu, parce que voilà, tu te dis, t'arrives en quart de finale de Coupe de France, tu vas peut-être aller au bout, Lyon sont pas bons, donc on peut leur faire mal. Mais du coup, moi, franchement, ce qui m'importe, c'est vraiment les 3 premières places, quoi. Alors, ça fait tellement longtemps en fait qu'on attend la Ligue des Champions. On va y revenir sur ce contraste trophée et podium au niveau émotionnel, etc. Nico, j'avais envie de te poser une autre question, mais tu lèves le doigt comme un bon élève. Une petite blague. Vas-y. Franchement, si tu termines deuxième, c'est presque un trophée, quoi. Voilà, en espérant qu'il y a encore beaucoup de presque buts dans la presque bonne cage de Marsal contre les adversaires de Lyon, mais bon, je pense que Lyon ça va. On va poser cette question. Nico, est-ce qu'on a vraiment joué le coup à fond dans ces coupes, notamment lorsqu'on voit le match d'hier où on rappelle qu'il n'y avait pas de Mandanda qui semble avoir été ménagé puisqu'il était sur le banc, ce qui veut dire qu'il était prêt à rentrer, pas de Benedetto qui était déjà absent, on sent qu'il y a un petit problème physique récurrent, avec lui qui traîne. Pas de Radonjic non plus aussi pour un petit problème physique. Et en plus de ça, tu avais Amavi et Tchaleta-Tsar suspendus. Donc ça te fait quand même 5 joueurs qui étaient plutôt titulaires ces derniers temps qui ne sont pas là. On se dit voilà, on n'a pas pris de risque. Est-ce qu'on a joué le coup à fond dans cette coupe ? Bon, le suspendu, il n'y est pas pour grand-chose. Après, c'est vrai que Villas-Boas, il répète avec insistance que c'était un objectif de gagner cette Coupe de France, etc. Moi, je me demande si ce match-là, ça aurait été un autre match, genre le match de dimanche face à Lille, est-ce qu'il n'aurait pas poussé certains
certains joueurs, Mandanda, Benedetto et Radonjic, à jouer ce match-là. On peut se poser la question. Après, c'est peut-être un faux procès, j'en sais rien, j'ai pas suffisamment d'informations pour pouvoir être sûr de là-dessus. Mais c'est vrai que quand je vois son 11 de départ et la façon dont a joué son équipe, je suis pas sûr que c'était vraiment l'objectif numéro 1 en tout cas. Manu, c'est quoi ton ressenti là-dessus? Ça me fait penser au match contre le PSG. Sauf que peut-être cette fois Villas-Boas le dira pas, mais tout le monde joue toujours pour gagner, ça me paraît évident, mais il a assez vite passé par perte et profit. Il faudrait savoir en fait pour Payet, mais si à la toute première alerte, Payet dit j'ai mal, il a dit bon on le sort et tout. Après, vu que c'est lui qui porte l'équipe en ce moment. Après Payet, la manière dont il s'assoit sur le terrain, tu sens que lui il dit moi je peux pas continuer. J'arrête. Donc oui. C'est pour ça, je me suis peut-être mal expliqué, c'est un état d'esprit d'ensemble. C'est pour ça que c'est ça qui m'a sauté aux yeux, c'est que même une fois que les deux coups durs, Payet blessé et l'ouverture du score, tu n'as pas l'impression que c'est la révolution. Ils n'étaient pas en train de se dire il faut absolument qu'on revienne et tout. Voilà. Je pense que tout le monde a les yeux tournés vers Lille et nul ou victoire à Lille, ça relancera un petit peu tout ça. Mais justement, alors est-ce qu'il n'y a pas... très bien le podium. Bon, tu as quand même 9 points, 8 points d'avance sur le 3e, 9 points sur le 4e, qui vont aussi jouer des matchs difficiles, etc. Toi, tu dois encore recevoir au Vélodrome Amiens, Metz aussi. Enfin, tu as beaucoup de victoires à t'apporter, logiquement. Et malgré tout, cette coupe, tu dis, parce que je pense qu'on a tous ressenti un peu cette même chose, c'est-à-dire que tu dis, bon, ok, on va jouer, tu joues plutôt bien la première demi-heure, mais on va pas s'arracher pour aller chercher la qualification. Est-ce que la déchéance de cette compétition, elle n'est pas terrible? Parce que là, c'est quand même la Coupe de France, c'est la plus vieille compétition française et on s'en fout quand on la joue pas à fond, ça fait plusieurs années. C'est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux? Si c'est vraiment ce que se sont dit les joueurs hier, c'est vraiment dommageable parce que ça fait quelques semaines. Ils se le sont sans doute pas vraiment dit comme ça, non, mais c'est un état d'esprit. C'est inconscient, c'est dans l'état d'esprit, c'est la façon dont tu prépares le match, la semaine, les 2-3 jours avant. Justement les choix du coach aussi qui font que voilà, les joueurs le savent, le ressentent et du coup, pour moi je suis un peu déçu parce que c'est à l'encontre de ce que disait André Villas-Boas depuis le début de la saison. Il me faut un trophée et en étant éliminé de la Coupe de la Ligue, tout de suite il a enchaîné en disant voilà, il me reste la Coupe de France, on va tout faire pour aller au bout. Mais après il avait un peu changé son fusil d'épaule en début d'année, je me souviens, lors de sa fameuse conf au Bazooka là, contre Hérault, il dit déjà oui on verra, les matchs sont en semaine, etc. Et il a dit oui j'ai envie de rajouter un trophée, mais t'étais là Manu, et je sais pas si tu te souviens, ça fait quelques semaines que je sens que voilà, Villas-Boas qui est aussi en mode gestion du championnat, il avait déjà un peu dit bon ok oui la coupe c'est très important mais voilà. Non, moi j'avais l'impression qu'ils jouaient les deux à fond. Je pense que c'est peut-être un petit peu les circonstances et qu'effectivement devant des questionnements Mandanda, Radonjic, etc., tout ce qui était 50-50 a basculé de l'autre côté. En disant bon, écoute, le plus important des deux c'est Lille, quoi. Et vas-y Nico. Ouais, je pense qu'il y a un facteur important, c'est que l'OM ils ont enchaîné beaucoup de matchs en peu de temps. On sent qu'ils sont quand même un peu fatigués, qu'ils sont moins performants, que les matchs sont moins clairs, que les victoires sont petites, même s'ils ont été importantes. Et je pense qu'il sent aussi que son groupe est moins bien. Et quelque part, psychologiquement, il manquait beaucoup de monde, il a pris aucun risque. Et ils ont abordé ce match-là en se disant on va essayer de se qualifier. C'est à Lyon, ça va être compliqué. Il y a encore Paris qui est qualifié. Donc il y avait beaucoup de facteurs qui disaient ouais, cette coupe-là, on aimerait la gagner, mais ça paraît très compliqué. Et au final, très vite, j'ai l'impression qu'au bout d'une demi-heure, justement, ils se sont dit bon ben voilà, maintenant on va attendre, on va pas trop se crever. Il y a un match important dimanche, et si on peut passer, ça sera sur un malentendu. Je pense qu'ils l'ont un peu joué comme ça. C'est triste, mais voilà. Il me tue un petit peu ce discours, mais non, mais je le cautionne pas forcément, mais j'imagine, tu vois. L'équipe, elle va plus mal en 2020, mais elle continue à gagner. Je pense que c'est parce qu'ils avaient la confiance. On a tous vu l'an dernier ce que c'est que de ne pas avoir la confiance. Tous ces matchs-là, tu les perdais. Donc je pense qu'il faut absolument garder cet élan de confiance pour sauver la deuxième place, qui est l'objectif quand même principal. Et donc, attends, si tu perds hier avec autant d'absents, tu peux te dire, oui, mais attendez, tu peux sauvegarder ta confiance. Là, attention à pas se planter, parce que j'en ai souvent vu des défaites comme ça où on se dit, oui,
Bon, c'est pas grave. Non, je te dis pas qu'ils visent la défaite, après, mais c'est après coup, tu vas chercher un discours mobilisateur. mais parce qu'une dynamique, ça s'entretient aussi. Et j'en ai souvent vu des calculs comme ça ces dernières années où on se dit oui, bon, bah, c'est pas trop grave, on perd ce match-là. La défaite n'est jamais anodine et la défaite, elle appelle souvent la défaite, quelle que soit la compétition. Et moi, j'ai un peu peur de ça, que tout le monde se dise oui, bon, bah, au final, c'est pas trop grave, etc. On l'a vu même à Lille cette année, par exemple, qui fait, voilà, en Ligue des Champions, c'est très difficile. On se dit bon, bah, c'est pas grave, il mérite de perdre. Et après, bah, c'est difficile en championnat aussi. Alors Galtier a bien mené sa barque pour être toujours plus ou moins dans les temps. Mais voilà, c'est beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus la Ligue des Champions et depuis qu'il n'y a plus ces défaites anodines qui, malgré tout, pèsent sur un groupe. Moi je reste optimiste. Ils ont beaucoup d'avance. Il faut voir qu'ils ont énormément de concurrents pour la 3e place et que ces concurrents-là vont se prendre des points entre eux. Alors, juste un petit truc. Moi, je pense aussi que ce qui joue, c'est que... Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ben continue. Est-ce que la qualification en Ligue des Champions en fin de saison, on a ça, on est sur le podium, c'est suffisant? Ben non, alors ça m'est revenu. Ce qui joue aussi, c'est qu'ils sont limites. Ce que disait Manu, c'est qu'ils jouent beaucoup moins bien en 2020. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pas forcément cette défaite-là. C'est que depuis 2020, ils jouent pas bien et qu'il n'y a plus de marge. Et que quand tu n'as plus de marge, tu te rapproches de plus en plus vers le fait que tu vas aller vers des matchs nuls et des défaites. Moi, je retiens ce qu'a dit Mande en début de saison et qu'a répété Villas-Boas plusieurs fois, et notamment parce que moi, je vais poser la question. Ils n'en ont jamais eu de la marge. Ils le savent. Marseille ne super maîtrise pas son sujet. Depuis le début de la saison, Marseille a fait 2-3 très 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 gros matchs, d'autres plutôt bien, mais ils ont une vraie régularité, une maîtrise d'ensemble qui leur donne autant d'avance que ça. Je pense que la marge, ils ne l'ont pas. Mais est-ce que tu ne trouves pas que... Ils ont toujours été assez bons défensivement depuis le début de la saison. Une fois que ça s'est régulé au niveau de la charnière. Je trouve bons défensivement. Ils sont toujours bons défensivement, oui, j'y arrive. Mais qu'avant, la marge qu'ils avaient supérieure avant, en 2019, c'est qu'offensivement, tu sentais qu'ils pouvaient marquer encore plus facilement. Là la marge, elle s'appelle Dimitri. Hier, tu te dis, mais jamais ils marqueront de but dans ce match, après la 30e minute. Elle s'est appelée Dario aussi, la marque. Exactement. Et c'est ça, à un moment donné, Benedetto, il était quand même plus efficace. Radonjic. Pour moi, Benedetto, c'est le facteur manquant de l'attaque. Vraiment. Un Benedetto à 100%, on retrouvera un OM plus conquérant et plus joueur. C'est certain. Et pour faire avancer le programme, parce que du coup, Nico avait ce truc en tête et c'était intéressant, t'avais le droit, t'avais raison, mais tu l'as dit tout à l'heure, Wade. Donc toi, la qualification en Ligue des Champions à la fin de saison, t'as ça, tu te dis, bon bah voilà, c'est suffisant, je suis content. Ah, moi personnellement, je suis très heureux même. Pour moi, c'est une saison très réussie. C'est bien sûr, c'est plus que réussi et on limite la casse, on limite la casse financièrement déjà. On essaye on diminue un petit peu le. C'est l'année prochaine l'argent de la Ligue des Champions. Ouais, bien sûr. Mais sur le moyen terme, oui. Sur le moyen terme, pour l'image, tu limites la casse. Comptablement, l'année prochaine, peut-être que tu t'anticiperas certaines choses. Bon, cet été, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça va être. Ça, c'est un gros point positif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on retourne dans cette compétition qui nous fuit depuis 7 ans. 7 ans. 7 ans sans Ligue des Champions à Marseille. Mais c'est incroyable. Je crois que, enfin, je sais plus, la dernière fois que ça nous arrivait. Mais c'est clair que c'est une réussite de retourner en Ligue des Champions. 2012-2013, la dernière qualif. Et c'est clair que, comme l'a dit aussi Manu, c'était un peu inespéré en début de saison. Et également, moi, je vais rajouter aussi dans la colonne positive, j'ai vraiment vécu de bons matchs à l'Olympique de Marseille en première partie de saison. Donc ça aussi, c'est important d'aller au stade, de ressortir du stade vraiment positif en ayant vu Brest, Bordeaux, Lille, Lyon, tout ça, c'était très positif. Mais après, alors là, c'est un peu ma marotte, mais je suis désolé, on me dit toujours que les résultats, c'est plus important. Même mieux encore, on me dit, il n'y a que les trophées qui restent. Et là, on parle d'un trophée, on est en quart de finale d'une compétition, et on est tous un peu des pistes vinaigres, on se dit tous un peu, bon, on s'est fait éliminer, oui, mais c'est pas grave, mais on va finir deuxième. Non, mais tu oublies quelque chose, Mourad. Tu oublies quelque chose. À part Strasbourg et Rennes l'an dernier, tous les trophées, ils sont trustés par le PSG. Ah, mais à Strasbourg et Rennes l'an dernier. Ouais. Voilà, c'était l'an dernier. Oui, donc ça veut dire ça faisait une petite fenêtre. Quoi. Et il y a des chances que cette année, le PSG gagne encore tout. Et tu es l'Olympique de Marseille. Ah oui, mais tu joues pas dans les mêmes cours. Mais en fait, c'est ça qui est très énervant, c'est que oui. Et je sais que je vais me faire défoncer. De toute manière, j'écris des livres sur Bielsa, c'est bon, je suis prêt à assumer. C'est pas grave. Mais
tous les ans, on a ce discours-là. On se dit oui, mais non. Non, mais en fait, c'est surtout la manière dont on se fait sortir de ces compétitions. C'est que avec Rudy Garcia à Paris, c'était en 2017-2018. On est sur une très bonne dynamique. On se dit à la 60e, on se dit bon allez, hop, déjà j'avais mis quelques remplaçants. Allez hop, je fais sortir aussi mes 2-3 joueurs qui peuvent faire la différence pour les garder pour le match de championnat suivant. Tous les ans, tu joues ce truc à moitié et tu te dis oui, bon ben c'est pas trop grave. Cette compétition, elle a été complètement dévaluée, alors que Rennes, l'an dernier, c'est mis le feu. Et vous vous rendez compte, si l'Olympique de Marseille gagne la Coupe de France, mais qu'est-ce que ça aurait été? Et là, tu vas jouer à Lyon, donc en plus l'affiche est belle. Et alors certes, t'es dans un marathon, etc. Et tout le monde est là à dire oui, bah pourquoi pas, fallait peut-être privilégier le match de dimanche. Le match de dimanche, tu le perds, t'as toujours 6 points d'avance sur le LOSC et t'as toujours au minimum 5 points d'avance sur Rennes. Le match de mercredi, tu le gagnes, t'es en demi-finale, tu reçois peut-être le PSG au Vélodrome où tu vas là-bas et t'as un match énorme avec un enjeu énorme que si tu gagnes, ça rentre dans la légende de l'OM. Moi, franchement, je vous dis, ça rentre dans la légende de l'OM. Il y a des matchs de Coupe de France. Celui que tu gagnes face à Lyon avec Jacques Kachkar qui fait le tour, c'est rentré dans la légende de l'OM. Tout le monde en reparle tous les 2 ans. T'as un mec qui sort, vous vous souvenez, cœur sur Twitter. Génial. Et toi, tu as cette occasion-là et tu te dis, non, on va faire... la Ligue des Champions, c'est bien, on finit deuxième. C'est triste. Tu as créé un nouveau personnage, le romantique énervé. Je pense qu'il était déjà créé sur RMC. Mourad, je suis d'accord avec toi, mais le truc qu'il y a, c'est que là, je trouve quand même que ce match-là, il est quand même un peu circonstanciel par rapport à tout ce qu'il y a autour. Mais ils sont toujours circonstanciels, les matchs. Là, c'est quand même particulier aussi. Je pense que Villas-Boas, il aurait vraiment joué à 100% s'il n'avait pas eu ses joueurs à moitié blessés, les suspendus. Il n'a pas été aidé aussi par les circonstances. Tu vois, c'est pas que lui, il n'a pas jeté le match. Tu vois, il avait finalement avec ce qu'il avait. Si vraiment les joueurs sont un peu blessés, il a mis la meilleure équipe sur le terrain qu'il avait à disposition. Oui, l'effectif est super court cette saison. C'est vrai. Il a quand même un effectif ultra court que Rudy Garcia, il n'avait pas un effectif court comme ça quand il joue à Paris. Mais est-ce que, oui, c'est vrai, mais est-ce que si tu joues cette compétition à fond, si tu te dis c'est notre gros match, et tiens, prenons même la Ligue des Champions. Alors là, je vais faire exploser le truc de l'émission, c'est pas grave. Si tu as un match en Ligue des Champions, le match en Ligue des Champions, tu vas faire jouer Radonjic, tu vas faire jouer Mandanda, tu vas faire même limite prendre des risques à Benedetto, passe pour un match de Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, tu vas avoir aucune chance de la gagner. C'est mort. Ne rêve pas. Et par moment même, ça va être des matchs où tu es déjà pratiquement éliminé. Tu as un infime espoir de te qualifier. Tu vas dire, hop, je mets all-in sur la Ligue des Champions. Est-ce que, moi, ce qui m'embête, c'est cette hiérarchie des compétitions. Et le fait de ne plus mettre en avant. Et bien sûr que c'est parce que c'est financier. Et en fait, c'est ça qui m'embête, c'est que le financier a définitivement pris le pouvoir sur le football. Je suis d'accord avec toi. Il faut que tu passes au badminton. Hein. Ah ouais, là, Mourad, on est d'accord avec toi, mais après, le truc, c'est que là... Non, faut que j'écris des livres sur Bielsa, achetez mon livre. Non, mais là, tu fais un jugement aussi, ou sur un truc où, c'est moi qui ai introduit ce truc-là aussi tout à l'heure, sur les blessés, peut-être qu'ils pouvaient jouer. Mais en fait, en vrai, on sait pas. Ça se trouve, ils pouvaient vraiment pas jouer. Et si les blessés pouvaient pas jouer, il a mis la meilleure équipe qu'il avait sous la main. L'OM en ce moment, ils sont pas bons, ils sont pas offensifs, ils marquent pas de but. C'est pas nouveau d'aujourd'hui, tu vois. En 2020, ils sont pas bons. Ils ont pas gagné 5-0 contre Bordeaux. Non, en fait, oui. Donc peut-être que c'est ce qui me gêne plus, c'est peut-être limite la réaction des supporters. C'est ça. Parce que comme tu dis, oui, peut-être pas me mettre au badminton, parce que ceux qui peuvent faire changer ça, c'est aussi peut-être un peu les supporters. C'est un peu de demander autre chose et que je pense, oui, en effet, sur les Villas-Boas, mais même. Alors il met la meilleure équipe avec quelques réserves parce que peut-être que c'est blessé, il prend des risques. Après en effet il y a plus grand chose sur le terrain et si comment tu peux plus influer sur l'état d'esprit des joueurs, j'en sais rien. Mais c'est ce truc des supporters où on pousse pas avant le match, on n'est pas excité à jouer un quart de finale de Coupe de France, on n'est pas excité, on est excité maintenant à se dire qui on va recruter l'an prochain. Mais le football c'est pas le mercato quoi. Le football c'est ça, c'est quand c'est Mika Pagis qui met une reprise de volée à la 89e minute et tout le stade il explose. C'est Leipzig, souvenez-vous, c'est Johan Pelé dans les buts. On n'a pas Adil Rami qui est le taulier de l'équipe que tu dois faire reculer. Et est-ce que quelqu'un échange Leipzig contre, je sais pas, n'importe quel autre. Moi j'échange pas même contre une troisième place. T'as pas de Pagis. Non mais voilà. T'as pas de stade en feu, c'est à l'extérieur. T'as même pas de supporters marseillais. Tu vois, tu peux pas comparer. C'est totalement différent. Non, puis même comme on disait tout à l'heure, devant c'était le désert, Mourad, vraiment le désert.
Tu vas faire quoi avec Germain? Il va te mettre une reprise de volée à l'entrée de la surface, petit filet, Déjà, 90e. le jour où Rongier sans son cadre la frappe... Est-ce que t'as un Niang à droite pour jouer? Ben non, t'as Lopez. Non, d'accord, tu vois ce que je veux dire? Ce qui me gêne, ce sont la réaction des supporters. Vraiment, on est habitué maintenant à avoir un football comptable, un football boursier. Ça, je suis d'accord. Et je suis d'accord que Villas-Boas n'avait peut-être pas beaucoup. Et moi, j'en veux même pas à Villas-Boas d'être beaucoup plus gestionnaire actuellement, parce qu'en effet, pour tout ce que vous dites, en effet, son effectif, quand sur le banc, t'as personne, etc., c'est difficile. Et sans doute que lui, il est en train de réussir là où Bielsa a échoué. Donc, encore une fois, pourquoi pas? Il est en train de nous qualifier en Ligue des Champions au moment où Bielsa, justement, il perd pied et il y a des résultats qui lui échappent, etc. Lui, il arrive à garder ça. Pourquoi pas en championnat? Ça se défend. Tu vois que tu vas faire match nul, même que Angers, c'est chiant, tout ça. Bon, ça se défend. Mais ce qui m'embête, c'est vraiment aussi c'est l'état d'esprit autour de ce match chez les supporters, et j'ai l'impression un peu chez les joueurs hier. Ça m'embête. C'est ça le reproche que j'avais à faire, et j'espère ne pas tomber dans la caricature, mais je sais que c'est plus fort que moi. Donc Manu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que non. Très bien, donc on va passer tout de suite au Paris mercantile. FCM. On est dans le football romantique. C'est parti. Les paris FCM avec tout d'abord le pari sécure. Alors on a hésité avec les deux équipes marques, mais on a finalement opté pour le plus de 1,5 but dans le match. C'est-à-dire qu'il y aura au moins 2 buts dans ce match. Toute petite cote, 1,34. Donc on est sur du sécure. Hein. C'est ça, on joue du sécure. Je pense que 2 buts, c'est 1-1, 2-0. Bon, on a quand même ça peut vite arriver. Je pense qu'il y a un gros potentiel offensif. Après, on avait des doutes sur le fait que les deux équipes marquent, parce qu'on se disait que selon le scénario du match, si une des deux équipes prend l'avantage, c'est pas dit que l'autre puisse revenir, etc. Tu te dis que si Marseille encaisse un but, ils vont quand même devoir jouer un peu plus offensif pour revenir dans le match. Et que là, ça peut être un peu dangereux. On l'a vu hier, effectivement, avec les joueurs frais qui ont profité un peu des espaces laissés par les Marseillais. Donc, on joue cette carte-là, plus de 1,5 but par match. Et la cote, tu as dit, c'est de 1,34. Alors, on va passer au pari fou. Le pari fou de Nicolas Filleul. D'ailleurs, j'ai pas mis la cote, mais je m'en souviens. La cote est à 29. Donc, c'est quand même costaud. Et c'est Lille mène à la mi-temps et l'OM s'impose en fin de match. Bon, ça c'est compliqué comme pari, mais la cote est tellement belle, c'est un pari fou quoi. Ouais, encore une fois, ne mettez pas votre PEL dessus, les gars. Oui, parce qu'on ne sait même pas si Benedetto et Radonjic pourront jouer ce match, donc je pense que c'est un pari qui est valable uniquement s'il y a quand même un de ces deux joueurs-là. Allez, on va passer au combiné, donc avec notre partenaire Unibet. Toujours là, c'est le combiné toujours de Nicolas Filleul, et le premier match te concerne particulièrement, c'est un certain Monaco-Montpellier, Manu. Alors, devine ce qu'a choisi Nico pour ce match. Quel pronostic? Victoire de Montpellier. Eh ben non. Voilà. Alors moi je ne suis pas supporter de Montpellier, donc moi je joue le match nul parce que Montpellier c'est pas l'extérieur, c'est pas non plus leur préférence. Et Monaco, on ne sait jamais sur quel Monaco on va tomber. Eh bien, détrompe-toi, ce match-là ils vont le gagner. Première victoire, Montpellier s'est imposé pour la première fois à l'extérieur depuis un bail tout récemment, non? Oui. Voilà, donc c'était à Amiens, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc et puis Monaco s'est aussi imposé à Amiens. Ça dit peut-être quelque chose aussi sur le fait d'aller s'imposer à Amiens. Il y a que l'OM qui ne s'impose pas à Amiens cette saison. Donc du coup, moi je joue match nul parce que même si Montpellier est une équipe solide et avec une belle attaque et une équipe bien équilibrée avec des joueurs de ballon au milieu de terrain, je pense que Monaco a quand même une attaque de feu et qui peuvent marquer des buts à tout moment. Voilà, donc la cote est à 3,70 pour ce nul. Ensuite, un petit match pour Benjamin Courme, Lyon-Strasbourg. Pénalty pour Lyon. Pénalty pour Lyon. 1-0. Victoire de Lyon. Donc c'est ton pronostic à 1,64. Donc Strasbourg est une équipe plutôt en forme en cette seconde partie de saison. Ils sont pas mal avec notamment un Jorque qui est bien revenu après un début de saison compliqué, mais qui depuis plusieurs mois est sur des performances. Je pense que le Lyon quand même ça reste. Lyon à la maison ils gagnent pas beaucoup. Non mais bon, je pense que là ils vont peut-être avoir. Je crois qu'ils ont gagné 4 matchs. Une petite dynamique pour terminer 6e, c'est important quand même. Et enfin, pour clôturer ce combiné, un match bien difficile, un Reims-Rennes, bien Ligue 1, ça, et tu es aussi parti sur le nul à 2,85. Alors c'est vrai que Reims sont un peu moins performants ces derniers temps, mais ils sont toujours compliqués à manœuvrer, et Rennes, moi je n'y crois pas trop la fin de saison de Rennes, donc je vois bien un petit match nul bien pourri, je le sens comme ça. Et donc, c'est des cotes qui payent en plus. Donc là, je joue un peu la cote aussi. 2,85 la cote. Donc voilà, je joue le match nul. Voilà. Manu, t'en penses quoi sur Reims-Rennes?
Ça t'inspire quoi? Ça m'inspire pas grand-chose. Je serais d'accord avec le match nul. Je suis très mauvais parieur, moi. Moi, la grosse cote, moi, je me mettrais but d'un pestiféré à Lille. But de Lopez ou de Germain. Ah, il y avait la cote inverse, c'est le but de Loïc Rémy qui était à 3 entre Lille et Marseille. Un ancien pestiféré. Voilà, un ancien pestiféré. Non, les anciens, c'est surtout pour le PSG. C'est vrai que finalement, on s'en sort plutôt bien que les anciens, non, à l'OM. Enfin bref. La cote finale de ce combiné est à 17,29, donc c'est pas mal si tu passes ces 3 paris, c'est une belle petite cote, non Walid, de quoi ouvrir un deuxième restaurant dans le coin. Ouais, voilà. je pense. Ouais. Faut mettre ton PEL alors. Faut mettre ton PEL, mais voilà, 17,29 pour ce combiné. On va tout de suite passer à la dernière partie de cette émission, l'avant-match Lille-OM, et pas de blague sur les pénaltys pour Lyon, Benjamin Courbe n'est pas là. L'OM se déplace donc à Lille, au stade Pierre-Mauroy. C'est toujours mieux que ça s'appelait le Groupama Stadium. Hein. Mais oui, c'est joli, c'est même. Après, si tu t'appelles le stade Gérard Collomb, c'est pas forcément très joli non plus. C'est sûr que ça va pas être génial. Le stade Jean-Claude Godin. Non, mais il est vivant. Il est vivant. C'est toujours mieux que Stade de France, que Groupama. Ouais, Stade de France, ça va. Oui, Collomb, il est vivant toujours. Ah oui, voilà. Bon, les mauvaises blagues. Il faut qu'on arrête avec la politique dans cette émission, hein, vraiment. Alors, au classement, Lille est à 9 points de l'OM. On a cru à la bonne étoile de l'OM, la chatte à l'autre Dédé, avec la blessure d'Osimhen. C'est méchant pour lui, mais Osimhen, malheureusement, pour l'OM, va sans doute reprendre l'entraînement. Il devrait être présent, selon les dernières informations, lorsqu'on enregistre cette émission. Renato Sanchez, qui a enfin retrouvé son rythme de croisière et tout son talent, parce qu'il a quand même du football. Est-ce que Lille, Manu, n'est pas le concurrent numéro 1 de l'OM, en fait, pour le podium? Moi, je pense que c'est Rennes, le concurrent numéro 1. Est-ce qu'il y a autant de talent à Rennes qu'à Lille? Presque, et il y a une dynamique plus positive. Lille, ils ont vraiment eu des hauts, des bas. La Ligue des Champions leur a fait mal. Je trouve Galtier très fort, et tactiquement et mentalement. Mais je vois plus Rennes. En fait, je suis influencé par Villas-Boas qui répète toujours que le Villas-Boas, concurrent principal, c'est Rennes. là-dessus. Et je suis plutôt d'accord avec. Et quand tu parles de la dynamique, c'est-à-dire la dynamique sur cette saison ou alors la dynamique en prenant aussi en compte la Coupe de France D'accord. Sur cette saison. C'est Rennes qui a de la réussite, c'est Rennes qui a passé sa mauvaise période, c'est Rennes qui gagne des matchs en fin de match. Regarde Lille, ils étaient en demi-finale de Coupe de la Ligue, ils égalisent à la dernière seconde et tout, et pourtant ils perdent la séance de tir au but. Ils ont moins le vent, tout ça a été rationnel, hein, ils ont moins le vent dans le dos que Rennes. Mais c'est vrai que c'est pas faux en fait, parce qu'on a tendance à sous-estimer ça, mais dans le football, il y a un peu de l'irrationnel. Quelque part, il y a une part d'histoire. On est très bien passé pour le savoir, parce que l'an dernier, il n'y a rien qui réussissait à l'OM, et cette année, pas hier, mais beaucoup de choses réussissent à l'OM. Ça a beaucoup été dit, et je suis d'accord avec ça, contre Toulouse, l'an dernier, ils ne le gagnent pas ce match-là. Voilà, moi ça me rappelle aussi cette histoire du Portugal en 2004, ils jouent à domicile, ils affrontent en finale une équipe qui a très mal joué pendant tout le tournoi de manière très cynique, et ils perdent 1-0, et avant que la France se rencontre le Portugal en finale à l'Euro 2016, je dis à tout le monde, la France va perdre contre le Portugal, le Portugal va prendre sa revanche chez un pays hôte en ayant joué de manière très cynique, on va dire, pour être poli, tout le tournoi. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a aussi, c'est vrai que on met rarement le point sur cette espèce d'irrationnel footballistique, sur cette histoire. Tu parles de l'Euro 2016, c'était l'Euro des malédictions vaincues. L'Allemagne tape enfin l'Italie, la France tape enfin l'Allemagne, et le Portugal tape enfin la France. Et l'Italie qui jouait tellement bien cette année-là. J'étais au quart de finale Allemagne-Italie à Bordeaux, la seule fois que je suis allé dans ce stade d'ailleurs. Tu peux pas dire ça, c'est merveilleux l'Italie. Ah oui, merveilleux. J'avais adoré. Ironique. Non, et voilà, parce que souvent on dit aussi l'Italie gagne moche, etc. Il avait Pipo et Mario devant. Il avait pas grand monde. Hein. Il avait Pipo et Mario, mais pas le bon Mario, pas le Balotelli. Ouais, soyons sérieux. Parlons des joueurs de football. Non, mais il jouait extraordinairement bien, et souvent on dit il aime que le beau jeu et tout. Non, on dit Conte, quand je vois un match de Conte, c'est pas non plus grand football offensif, mais il y a quelque chose qui est merveilleux. Oui, mais c'est aussi c'est merveilleux à voir les équipes de Conte. Moi, j'adore voir ces équipes-là. Donc voilà, on va revenir sur le championnat de France et sur ce Lille-Marseille. Donc toi. Vous, messieurs, donc battez-vous pour prendre la parole. Est-ce que Lille est le concurrent numéro 1 ou est-ce que vous êtes d'accord avec Manu? Non, c'est Rennes. Non, Rennes. Je dis en premier. T'as vu, je t'ai laissé, j'ai été sport. Toi aussi, Nico, tu penses pas? Non, moi je suis contre courant. Moi, Rennes, j'y crois pas. Moi,
Je pense qu'ils termineront la place du con 4e. Rennes. Ouais. Et je pense que Lille est plus solide au niveau de l'effectif. Rennes, ils ont effectivement la réussite pour eux, mais la réussite, ça peut très vite disparaître. Et je les vois pas, moi, tenir. Je sais pas pourquoi. C'est pareil, c'est irrationnel. Hein. Même l'effectif, certains joueurs, je me dis, il y en a qui surperforment. Ils ont Rafinha qui cartonne. Mais je sais pas, j'ai du mal à y croire. Rennes, moi, je les vois pas comme des concurrents directs pour le podium. J'ai plus peur de Lille. Et c'est pour ça que ce match le dimanche me fait peur. Parce que si Lille l'emporte, j'ai peur que ça leur lance une grosse dynamique de fin de saison. Mais même si Lille l'emporte, Lille est toujours à 6 points de l'OM. Et ouais, mais 6 points, ça va vite. Si, ça va vite après. Si, ça va vite. Il ne faut pas jouer avec la peur, les gars. Ils ont de l'avance, Marseille. Bien sûr qu'ils ont de l'avance. Et Lille a aussi un calendrier derrière. Bon, ok, ils ont reçu Paris, mais ils vont encore devoir jouer Lyon. Ils vont aussi Rennes. Bon, c'est vrai qu'ils ont aussi reçu Rennes, mais ils vont aussi avoir des matchs difficiles. Ils vont aussi perdre des points. T'as encore une marge. Parce que les Marseillais, j'ai l'impression depuis cette année, donc on est très comptable et on est très à se dire. Oh là là, dès qu'on a perdu un match, c'est la catastrophe et les autres vont tout gagner. Mais non, les autres perdent des points. Ils vont à Montpellier, n'oublie pas. Mais en plus, c'est pas facile. Mais le problème, c'est que nous, on y va aussi. Est-ce que Montpellier va pas jouer la place du con avec Rennes, finalement? Attention, tu vas l'énerver. Rennes, je le vois vraiment 3e. Moi. Ouais, je crois pas. Ouais, franchement. Bon, on verra. Donc, en tout cas, ce match de Lille. Alors, ok, autre question. Donc, Nico l'a dit, lui, ce match lui fait peur. Est-ce que ce match, il vous fait peur? Ouais, mais moi, tous les matchs me font peur. J'ai peur que ça tourne mal. Toi, mais est-ce qu'il te fait plus peur qu'un autre? Pas celui-là, moi. Non, moi je suis trop supporter. Je suis soulagé que quand ils ont gagné et que c'est terminé. Et toi, donc, Wahid, tu dis pas celui-là? Non, pas spécialement. Ça me fait pas spécialement peur parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a encore un petit. Un gros match, même si ça va vite, 6 points, tu perds 2 fois et ça y est. Mais tu te dis non, t'as quand même une belle marge quand même. En fait, j'ai grande confiance en Villas-Boas. Et si jamais il perdait à Lille, ce que je souhaite vraiment pas, il serait assez bon pour. Bon. Ouais, voilà. Gars, on a encore de l'avance, pas de panique, ça arrive de perdre. On savait que la série, elle ne durerait pas une éternité. Oui, bien sûr. etc. Et puis je pense aussi que les joueurs, cette année, ils ont décidé de. Oui, c'est l'objectif. Ils ont décidé de finir 2e, 3e. C'est pour ça que c'est drôle l'OM quand même, parce que je suis un peu l'oiseau de mauvais augure, mais s'ils perdaient à Lille, il y aurait déjà des discours de crise et tout. Attends, quelle crise? 2e, protégé encore, ça va, ça va. Largement. Non, après, moi, je suis pas dans ce délire-là. Moi, Mais oui, mais tu sais, tu connais l'OM mieux que moi. Ouais, bien sûr. Tu sais bien que ça va vite faire partir en couille. Mais moi, j'ai un peu peur de ce match. C'est vraiment des questions de dynamique. Parce que l'OM me fait peur depuis le début 2020. Je trouve que la marge, même si Mandanda a dit qu'il n'y a jamais eu de marge, je trouve que la marge était même s'il était ténu, elle était bien supérieure en 2019. Là, je trouve que la marge, elle se réduit considérablement de match en match. L'attaque, surtout offensivement, je ne vois de moins en moins de choses. Donc ça me fait peur. Parce que je me dis que si tu n'arrives plus à marquer de but, peut-être que tu ne perdras pas les matchs, mais tu ne gagneras plus. C'est ça qui me fait peur. Et je me dis que ce match-là, de le perdre avec le côté comptable, ça ne me fait pas peur. 6 points, ça reste encore beaucoup. Mais c'est de lancer Lille et de dire à Lille, ah, vous pouvez y croire, les gars. Ah, mais Lille a battu Rennes. Après, Lille, tu peux aussi te dire que Lille a déjà lancé un peu ça en battant Rennes à domicile. Ouais, mais là, c'est Marseille, c'est le second. Mais Lille est une équipe quand même qui est assez régulière. C'est vrai. Ils perdent contre. Mais est-ce que tu peux pas avoir des joueurs, tu vois, on en parlait tout à l'heure un peu avant l'émission, tu as des joueurs qui sont en dessous à Lille cette année, des Bamba, des joueurs qui marchaient sur l'eau la saison dernière. Est-ce que ces joueurs-là, s'ils se réveillent enfin, ils commencent à avoir quand même du talent dans cette équipe? Sois optimiste si tes joueurs, toi, se réveillent. Ah oui, c'est ça. Ben oui, mais moi je les attends. J'attends Benedetto, j'attends Radonjic, j'attends Florian Thauvin. Parce que Florian Thauvin, je vais l'attendre très longtemps. Il y a une jolie cote sur un doublé de Benedetto à Lille? On n'a pas regardé. On ne sait pas parce que je pense qu'il n'est pas encore. On ne sait pas encore s'il jouera ce match. Unibet n'est pas très. Et le doublé de Thauvin fin avril, est-ce qu'on a la cote? Mais pour donner mon opinion, moi je suis assez d'accord avec Manu sur le fait que, en effet, j'ai confiance en Villas-Boas pour mener ses troupes à bon port. Et je pense que, je le dis depuis la trêve, il faut 30 points à l'OM pour aller en Ligue des Champions. Et donc là, tu en as pris combien? 11, c'est ça, depuis le début de 2020, sur la seconde partie de saison. Il t'en reste 19 à prendre. Mais en fait, c'est l'occasion de le dire, l'OM, c'est le Lille de l'an dernier, qui a pas non plus remporté de trophée. Ça tourne bien, ils ont de l'avance, ils ont une série. Je pense qu'il faut rester optimiste. Payet, c'est le PP de l'an dernier, alors. Oui. Ouais, c'est ça, il portait l'équipe à lui tout seul, Pépé. Mais ce qui rend, tu vois, en fait, c'est ça aussi. Le truc, c'est qu'une fois que, dans ma tête, depuis la fin de la bonne première partie de saison et vu là où étaient nos concurrents, je suis très optimiste sur la qualification en Ligue des Champions, ça rend
cette Coupe de France jouée à moitié encore plus amère pour moi parce que justement je me dis là tu as pratiquement assuré le truc mais on va me dire mais non parce que Lille ils vont faire 65 points, il reste 45 points après on est non mais après 48. faut pas rentrer comme dit Manu dans un délire paranoïaque et dans la crise etc. Oui après, mais non mais on n'est pas dans la crise, on va finir en Ligue des Champions. Moi j'ai confiance au Villas-Boas, il a réussi à trouver une défense solide etc. Surtout quand Camara joue au milieu je pense que c'est encore plus solide. Il y avait ça en moins aussi, hein, faut pas l'oublier. Mais après moi ce qui me fait peur c'est ça, il faut qu'il retrouve un semblant d'attaque. Si tu ne trouves pas un semblant d'attaque, tu vas te faire peur. Je dis pas que tu vas la perdre, mais tu vas te faire peur. Tu as besoin de retrouver un semblant d'attaque à un moment donné. Là, mais justement, on va en parler parce que ce match sera la fin d'un marathon assez impressionnant pour l'OM. Et après ça, on va revenir à un match assez impressionnant. Assez impressionnant. On va revenir à un match par semaine. Et dans tous les cas, même en perdant ce match, donc à la sortie de ce marathon, l'OM sera second avec au pire 5 points d'avance sur Rennes et 6 sur Lille. Parce qu'on rappelle aussi que même si tu n'es pas second, Lyon a toujours été qualifié directement en Ligue des Champions en terminant 3e ces dernières années. Il faut donc qu'il y ait une équipe qui gagne l'Europa League qui soit qualifiée en Ligue des Champions, etc. Donc même en perdant ce match, on peut d'ores et déjà dire qu'il a été maîtrisé ce marathon. Non, et ouais, au final, on a maîtrisé les choses parce qu'en regardant le calendrier, encore une fois, à Marseille, on était tous à s'affoler, à se dire « Ouh là là, attends, fin février, on est 12e ». Bah ouais, mais j'ai fait confiance à Villas-Boas. D'ailleurs, ces lunettes-là, je les prends aussi un peu pour lui, hein, parce que voilà, on a les mêmes, et juste la couleur qui se diffère. Quel fanboy. Les siennes sont André, c'est pour toi. Et du coup, ouais, comme tu as dit, il a été très comptable sur cette période-là, parce qu'il savait qu'il avait un effectif court. Il a emmené l'équipe comme il le voulait, c'est-à-dire faire le dos rond. Il savait que ça allait être dur. Et là, clairement, pour moi, si tu arrives à Lille et puis que tu fais un match nul comme j'avais prévu moi, je pense que ça finira sur un vieux nul. Je pense que Villas-Boas pourra être très très content de lui et de son équipe parce qu'ils auront maintenu l'avance dans une période très compliquée. Et après, ça sera autoroute vers les victoires avec le retour de Pipa et tout ça. Donc, et en plus, c'est un petit peu ce que tu dis, c'est un petit peu ce que Villas-Boas dit en conférence de presse depuis plusieurs semaines. Je veux maintenir cette avance, je veux pas tomber dans ce truc où on perd, on gagne et on est à la merci des autres. Voilà. Donc il aura parfaitement réussi son challenge en fait. Bon, pour moi, c'est une théorie qui se tient, effectivement. Tu allais gagner à Rennes, tu allais gagner à Saint-Etienne. Si tu fais un match nul à Lille, alors là, c'est vrai que tu auras réussi à passer ce passe-là. Bon, il y a l'élimination, on ne va pas revenir là-dessus, sinon Mourad va nous faire un tunnel de 20 minutes. Mais c'est vrai qu'au final, tu auras bien négocié cette partie difficile avec un effectif court. Et maintenant, tu vas avoir le temps de retravailler, de remettre les joueurs un peu blessés d'aplomb pour finir la fin de saison en gérant bien tes matchs. Ouais, parce que après on va croire que moi Villas-Boas m'a conquis. Hein. Je trouve que ce qu'il fait c'est très impressionnant, mais c'est plus par rapport à l'ensemble autour de la Coupe de France et par rapport à un discours que je trouve aussi hypocrite, qu'on me dit non mais l'essentiel c'est on retient que les trophées. Bah tiens, t'as un trophée à jouer. Non mais l'essentiel c'est de finir 3e. Bref, la compo de l'Olympique de Marseille, on va parler de ça parce que là on risque d'avoir la grosse compo. Donc on va rappeler Camavi et Douillet, le grand Douillet qui est excellent, hein, on le dit pas assez parce qu'il y a encore des mecs qui disent qu'il est lent, mais Douillet Tchaleta-Tsar est excellent. Donc ces deux mecs là reviennent. Camavi est très bon en défense, je pense qu'on en fait un peu trop au niveau offensif, mais défensivement, il est très rassurant. Donc on va avoir ces deux retours-là. On va sans doute avoir Radonjic qui devrait revenir. Il avait quoi Radonjic en fait? Pourquoi il était pas avec ce que disait Villas-Boas, c'était mal à la poitrine, aux abdos. Et au pubis, non? D'accord. Oui. Donc, il avait dit douleur abdominale. Ouais. Villas-Boas, il avait expliqué que de toute façon, ça faisait un moment qu'à lui laissait 2 jours de récup, et pas une, le temps de se remettre un petit peu. Et peut-être que là, il s'est dit... Ça peut être inquiétant, ça, non? Parce que pubis abdominal, c'est... La pubis, c'est long à soigner. Abdos, bon, c'est pas loin. Des fois, c'est comme Gignac à l'époque. Oui, j'ai eu ça aussi. Hein. J'ai bouffé le nom. Comment ça s'appelle? La pubalgie. Non, t'as pas eu d'abdos, Nico. La pubalgie, non, pubalgie, c'est pas les abdos, c'est les adducteurs. C'est les adducteurs. Les abdos, j'en ai pas, donc j'ai pas de problème là. Bref, donc Radonjic, on verra. Benedetto, parce que moi, j'étais en mode star, tu vois, j'étais à Paris en train de faire la promo et tout, j'ai pas tout suivi. Donc Benedetto, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un problème récurrent. C'est un problème récurrent. Voilà, il n'y a pas eu de complément d'infos. A priori, il a déjà joué en étant à 50-50 comme il est là. Donc là, je pense qu'il y a des chances qu'il le joue ce match. Donc Benedetto, pour vous, il sera titulaire? S'il le prend dans le groupe, je pense qu'il sera titulaire. Je pense que oui, parce que Germain, ça a vraiment été trop insuffisant. Ouais, c'est vraiment trop insuffisant. C'est vraiment trop catastrophique. En fait, sur ce match-là, moi, je pense qu'il va y avoir toujours le même doute. C'est qui va jouer
ailier droit. Ça va être le gros doute. Alors, Est-ce qu'il va remettre parce que Sakai là, à droite et faire monter Sarr? Alors repartons de derrière. Alors Mandanda dans les buts. Moi, je pense que Mandanda jouera. Ça devrait être ça Il parce a que reposé. Mandanda, c'est cette petite douleur qui traîne depuis le match à Metz, mais qui lui permet quand même de jouer et de faire des très bons matchs. Peut-être en fin de match, il peut plus trop faire les dégagements, mais logiquement, il devrait être là. On est d'accord? Ah, oui. Je vous vois. Non, oui, personne moi ne je donne de pense réponse. qu'il jouera. Manu. Parce qu'on est d'accord. Voilà. Parce qu'il était sur le banc, il aurait été en tribune face à Lyon, on aurait pu se poser la question. Il était sur le banc, donc c'est qu'il était après. Ouais, c'est au cas où il aurait pu rentrer. Donc en charnière centrale, on va repartir sur la charnière qui a donné satisfaction. Alvaro, Tchaleta Tsar. Oui. Voilà, ces longs ballons de Tchaleta Tsar. Amavi à gauche, sûr. Amavi à gauche et à droite, donc. Là, ça dépend qui tu mets ailier droit. Là, moi, je vois Sarr arrière droit et Radonjic ailier droit. C'est vrai qu'on n'a même pas dit un mot sur le match de Sakai qui est doublement coupable. Enfin, si, on en a parlé en fait. Excusez-moi, je perds la mémoire à force de m'énerver sur des trucs, sur des. Sakai, il est un peu moins bien. Bounassar, c'est quasiment le préféré de Villas-Boas. Il a eu le brassard hier à la sortie de C'est vrai, Payet. il a eu Brassard. Ouais. Moi, je parie sur. Moi, dans ma compo probable. Enfin, ça dépend ce que dira André Villas-Boas demain à la conf. Mais a priori, je pars sur. Après, ça dépend ce qu'il veut Sarr faire à face droite à et Lille. Radonjic à droite. Peut-être qu'il peut privilégier aussi Sakai, qui, mis à part ses erreurs de fin de match, moi je l'ai trouvé quand même solide dans les duels, plus que ces derniers temps. Après, peut-être que c'est aussi une histoire d'histoire, justement. C'est que là, la saison de Sakai, parce qu'hier, on était là à dire oui, il fait un très bon match, Et puis, Il a craqué à la fin. Et puis, il y a un penalty sur un truc où il peut pas grand-chose. Et il y a ce placement. Donc, au final, il y a des saisons comme ça Ouais, où, c'est pas sa saison. même quand tu es dans un bon jour, ça tourne mal en ta c'est vrai. faveur. Donc, Après, il est plus défensif, Sakai, que Sarr. Donc, Sarr a fait un très bon Ouais. match défensif à Saint-Etienne, parce que ça n'a pas été souligné, parce qu'offensivement, il n'y avait pas grand-chose, mais je l'ai trouvé très bon défensivement. mais à Sarr, Saint-Étienne. c'est pas le même style de défense en fait. Sarr, Ouais. c'est un défenseur qui va très vite, qui rattrape plein de coups comme ça, mais des fois il se fait un peu balader quand Et il y a sur une des équipe mecs qui joue très la forts. transition comme Lille. Ouais. Ouais. Je pense que ça peut être dangereux parce qu'il va y avoir des 1 contre 1 compliqués pour les défenseurs. Là. Bon, on part plutôt sur Sarr. Au milieu de terrain, Bouba Kamara. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute. D'accord. Parce que pareil, comme tu l'as dit, sur une équipe qui joue beaucoup les transitions, il faut quelqu'un, parce qu'encore une fois, hier, la vitesse. Strootman est très bon lorsque le bloc est resserré, lorsque ça joue dans des petits espaces, il faut sortir vainqueur d'une mêlée, il y va et il gagne le ballon, mais dès que ça va un peu vite... Dès qu'il ne peut plus raffûter, c'est fini. Voilà, dès qu'il ne peut plus raffûter, ça devient difficile. Donc Kamara, Sanson, qui est à peu près indiscutable, et ensuite Rongier, on le garde Oui, quand oui, même. Bien sûr. On est Il a besoin de d'accord. rejouer là. Et Waïd me fait des regards langoureux, je sais pas ce qu'il veut dire, ces regards. Si on parle des formes du moment, Ouais. c'est vrai que Rongier va un petit peu moins bien, mais si c'est pas lui, c'est Lopez qui c'est va pas bien non plus. Ouais. Donc Eh oui. je suppose pas qu'il va toucher à son 11 qui Ça va fonctionne rester. bien. Il va essayer de relancer son moteur, Sanson Rongier, qui a tellement fait une Et belle fin d'année. vivement le retour de Flotovin. en peloton. Mais ça, on ne sait pas quand. Ah ouais, c'est sûr que... J'ai tout fait sur ça hier. Parce que justement, donc ok, on passe au grand point d'interrogation, donc l'ailier droit. Donc Florian Thauvin n'est pas là. Et qui on met au poste d'ailier droit? Parce que c'est vrai que comme tu dis, Bounassar, au niveau des transitions, c'est pas mal, etc. Mais Bounassar aussi, si tu le mets plus haut, il peut aussi défendre plus haut. Est-ce que... Il a apporté de la Bounassar- vitesse. Et, Je pense que ça va être les deux. Non, C'est-à-dire c'est sûr Je parlais pas c'est- sur la c'est- compo, mais moi je pense que ça va être Sakai et Sarr, moi, sur le côté droit. Sakai et ça, Ah ouais. oui, oui. Ça dépend dans quel Moi, état est Radonjic Moi, aussi je et dans pense quel état est même- Payet. Il y a même des Radon- incertitudes. Hein. Même Radonjic à 100%, je pense qu'il jouera pas ce match-là. Je pense qu'il aura besoin de AVB de 2 mecs sur le côté droit qui soient capables de fermer le jeu quand il va falloir faire le dos rond pendant une bonne période du match. Parce que tu joues chez eux, ça va vite devant. Et Moi, je pense Bounassar peut que défendre. Radonjic sera sur le banc et peut-être qu'il jouera peut-être les 20 dernières minutes. Puis le dernier Radonjic, il quart peut d'heure. rentrer pour leur faire mal en fin Voilà, de c'est match ça. et tuer avec Si tous les ce fameux espaces. jeu en profondeur. Strootman a dit hier quand même, on voit que quand Radonjic n'est pas là, on n'a plus personne pour faire des appels en profondeur. Mais il y avait Qui l'eût cru? zéro appel en profondeur hier. C'était incroyable. Mais, Zéro. on a envie de lui dire à Strootman, quand Thauvin n'est pas là aussi, hein, parce que c'est Thauvin aussi qui faisait un peu ça avant, ce jeu en profondeur, ces appels. C'est pas Strootman qui fait les appels dans la Provence. Non. Ça- Mais il met des bons ballons. met des bons ballons. Il peut mettre des bons ballons, Ouais, il mais peut mettre des bons ballons. c'est sûr que lui, en profondeur, c'est plutôt des cauchemars qu'il fait. Bon, donc on partirait plutôt sur Sarr, ailier droit. Alors c'est un peu Moi, je pense- ce qui paraît le plus sécurisant pour tout le monde sur ce plateau. Oui. Ouais, moi je pense que je suis d'accord avec ça. Non, moi j'avais dit arrière droit, mais ça Non, non, me- lui, Et tu ce mettrais que qui dit Walid. ailier droit dans ce cas-là? Radonjic. Radonjic. Ok. Donc s'il est dispo aussi. Ouais. Voilà. Et- Après, il y a toujours la petite incertitude Payet parce que. Je change pas d'avis, mais j'ai bien aimé ce que disait Ça. Walid, effectivement. c'est Parce assez que Payet- convaincant. Le fait qu'ils aient tous les deux un profil plus défensif. C'est ça. Moi je pense que. Et puis Associé. que Sarr est capable aussi de
de jouer un peu haut quand il faut. Tu vois, il a un gros volume de jeu, ça on ne pourra jamais lui enlever. Donc, c'est parce ça qui que est bien même chez lui. Valère Germain qui a été à droite, on peut dire oui, il fait les efforts, etc. Mais Non, mais c'est pas un allié, faut arrêter. Dans les petits espaces, il est pas assez précis dans ses transmissions. Il garde pas le ballon au dos au but très longtemps. Normalement, si, mais c'est un joueur d'association Germain, en fait. Ouais, c'est ça. Il est fait Il pour faut- jouer avec un neuf. Et un bon neuf. Un vrai bon neuf. Et c'est vrai que même s'il la prend peut-être pas suffisamment, Sarr a aussi les qualités pour prendre la profondeur en cas d'absence de Radonjic. Ouais. Donc Benedetto, on l'a dit, on pense qu'il va être titulaire. S'il est valide. Et dans tous les cas, s'il n'est pas là, il n'y aura aucune surprise, ce sera Valère Germain. Et à gauche, donc si Dimitri Payet est bien de Si retour... les examens sont positifs aujourd'hui. Voilà, comme semblait... Enfin, Villas-Boas était donc optimiste. Logiquement, Dimitri Payet... Sinon, c'est Radonjic à gauche et Sarr à droite. Mais jouer sans Dimitri Payet, Ça serait compliqué, on ne ouais. veut pas, quoi. On est d'accord, C'est on ne veut dur. pas ça, parce que si tu joues sans Dimitri Payet actuellement... C'est vraiment l'étoile en ce moment. Ouais. Bah, tu sais que c'est lui qui, Et la tu sens que c'est lui qui va te faire créativité. la passe, même si c'est pas la passe décisive. Là, la fameuse action où Germain il rate sa frappe, là, au premier poteau, c'est lui qui ouvre avec cet extérieur du pied pour Sanson. C'est lui qui déclenche, en fait, c'est le déclencheur de cette équipe. Et sans lui, c'est compliqué. Et moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est le manque de créativité des autres, parce que on le dit souvent, machin, mais Rongier, c'était le créateur numéro 1 à Nantes. Sanson, c'est quand même aussi quelqu'un qui peut te créer quelque chose. Et Maxime Lopez, c'est censé aussi être quelqu'un qui te crée quelque chose. Et le match d'Angers, par exemple, où Payet n'est pas là, avec ces trois-là sur le terrain, il essaye quand même de mettre des créateurs sur le terrain, et pourtant, on ne crée pas. Ça, c'est très embêtant. Je trouve ça vraiment très embêtant du côté de... Bon, après, Sanson, il est assez irréprochable. Rongier, il était irréprochable jusqu'à aujourd'hui. Mais Sanson, il est plus dans ce registre. J'ai l'impression que Sanson, il est dans un registre de faire des appels en profondeur dans le couloir gauche, ou alors de percer balle au pied, de faire du pressing, d'essayer de récupérer des ballons hauts. Il est plus vraiment de faire des centres, mais plus des passes plein axe. J'ai l'impression qu'il en fait plus beaucoup. Ouais, non, mais Sanson me plaît beaucoup, parce que même dans le match contre Toulouse, j'ai trouvé qu'il ratait plein de choses en début de match, etc. Et il aurait sans doute baissé la tête et fait un match médiocre l'an dernier. Et là, il n'a pas baissé la tête. Il n'a pas fait beaucoup de percées, etc. Mais il s'est battu, il a pressé, il a récupéré des ballons. En fin de match, il est tout près de faire une passe décisive. Donc, ce fait d'avoir de la résilience dans le match chez Sanson, c'est nouveau. Mais après, tu n'as plus ton moteur Rongier-Sanson que tu avais en fin 2019, voilà. qui marchait sur toute la Ligue. Il faut retrouver Rongier, parce que Rongier, moi j'ai un peu peur, j'ai vraiment peur, alors c'est un peu bateau de le dire, mais parce qu'il est excellent, il a tout bien fait en première partie de saison, sauf la finition, et j'ai l'impression, et on dit il cadrait pas ses frappes, en fait il est cadré avant, il est cadré trop, et j'espère que ça lui pèse pas, et que moralement ça commence pas à lui peser, parce que bon, si tu marques pas de but, mais que tu continues à faire ce que tu as fait en première partie de saison, ça me va aussi, hein, je pense qu'on est tous d'accord, mais il a l'air d'être moins bon, donc voilà. Mais c'est quand même un récurrent sur les deux, Sanson et Rongier, au niveau des frappes, de cadrer les frappes, ils ont quand même un problème de finition. Même si Sanson a marqué quelques buts, je trouve qu'ils ont un gros problème de finition avec l'OM en tout cas. Et en cas d'absence de Dimitri Payet, on reposera beaucoup sur Sanson-Rongier, donc voilà. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ? Tout a été dit. Je te sens un petit peu béat, Manu, depuis mon tunnel de 20 minutes sur le football romantique. Moi, je suis trop italien, moi. Je suis trop italien. Conta solo la vittoria. Voilà. Moi, je veux pas voir un spectacle. Je veux voir une victoire. Voilà, on a des visions du football différentes, mais je respecte tout de même ton opinion, même si c'est la mauvaise. Mais tu préfères que classique, tu préfères que l'OM fasse un match dégueulasse à Lille et gagne 1-0 ou fasse un match magnifique et perde 4-3 ? Ah non, tu as un juste milieu, hein. Tu peux aussi faire un beau match et faire 0-0. Un juste milieu avec un romantique ? Ah non, pas de juste milieu. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que on va repartir dans la théorie, gagner moche et perdre de belle façon. C'est pas ça le football. Non, c'est pas ça le football. C'est pas une théorie, mais c'est un sport de compétition. Il faut d'abord gagner. En fait, mais tu peux gagner en proposant quelque chose. Bien sûr. Et sur le long terme, ce que disait Rudy Garcia, sur le long terme, tu as plus de chances de gagner en proposant quelque chose. Et Rudy Garcia le dit, mais ne le fait pas forcément. Et sur le long terme, si tu me dis, ok, tu fais un beau match à Lille, mais tu perds, mais tu t'en fais 4 autres bons par la suite et t'en gagnes moins. Là, vu l'état de la saison, je signe pour ça plutôt que de gagner et de me faire chier. En fait, je le cite souvent et ça étonne certains, notamment parce que c'est pas Pep Guardiola, etc. Parce qu'on dit aussi souvent les étrangers à l'étranger. Et moi, j'aime beaucoup la philosophie de Frédéric Hans, qui a pas inventé l'eau chaude, hein, mais qui est dit avant une saison
sa première saison en tant que coach principal de Montpellier, il dit « Si j'ai le choix entre terminer 12e et proposer un beau jeu ou terminer 8e et avoir un jeu dégueulasse, je signe tous les jours pour finir 12e. » C'est un petit peu ça. Alors après, bien sûr qu'il y a des variantes à prendre en compte. Si tu vas gagner le titre. Et la grande différence, je dirais, sur le fait seule la victoire compte, Didier Deschamps, il a raison quand il le fait, parce que Didier Deschamps, c'est pas la victoire deuxième, c'est la victoire. C'est le titre. Le titre, elle est belle à voir jouer. Ce que ça t'apporte, moi je veux des émotions. Et les émotions que tu as quand tu gagnes un titre, c'est difficile de rivaliser avec. Donc Deschamps, et c'est pas toujours beau, mais il t'apporte une émotion énorme. Donc ça se défend. Là, lui, moi j'ai aucun bon souvenir de belles défaites. Contrairement à vous, moi j'ai l'âge d'avoir pleuré à Séville. Aucun bon souvenir. Mais pourtant, c'est perdu. Mais pourtant, c'est un marqueur dans ta vie. Oui. Tu vois, alors que des victoires dégueulasses de l'équipe de France, ça ne va pas forcément être des marqueurs dans ta vie. Pour continuer sur ce truc-là, je conteste vachement la vision négative de la demi-finale France-Belgique. C'est un beau match, bien joué, les Français ont plus d'occasions. Voilà, on fera un jour débat foot équipe de France. On fera ça même débat foot football international. On rappellera. Est-ce qu'on fera débat foot Bruxelles? Débat foot Bruxelles, c'est possible. On va bientôt avoir des choses qui viennent. Foot Bruxelles, il y en a à la cantine souvent. C'est pas les meilleurs souvenirs. On va aussi vous rappeler de vous abonner. Voilà, ça va arriver. Voilà, il est là, le bouton. Tu vois, Ben, comme je maîtrise l'art du bouton, hein? Apprends. Non, désolé, je crois qu'il est à la bière belge, là, il t'écoute plus du tout. Là. Voilà, les bonnes bières belges. La Belgique, c'est un pays formidable. D'ailleurs, mon nom de famille est belge. Hartz, c'est belge. Mon grand-père était belge. Je ne l'ai pas connu, hein, mais apparemment, mon grand-père maternel était belge. Voilà, c'était 36-15, je raconte ma vie. Et on va s'arrêter là. Manu, encore merci d'être venu. Merci à vous, toujours un plaisir. Merci de nous apporter tes formidables maillots et ta moche vision du football. Mais je gagne. Voilà, non mais je rigole. Il faut bien te chambrer. Montpellier, ils ont gagné qu'une fois pour l'instant. Ça suffit. Pour un club comme Montpellier, champion de France, c'est extraordinaire. Nous, on est les supporters de Montpellier, on est tranquille pour 3 siècles à peu près. On peut redescendre en National 3, on dira toujours. Je vois déjà mes petits-enfants me dire « Papy, arrête avec le titre en 2012. » Nous, on en a pour toute la vie. Wade, on va te remercier aussi d'être venu. Toi, tu n'as pas ramené 2 maillots de foot, mais tu as ramené les fameuses lunettes de ski. Voilà. d'AVB, je sais pas si on les voit là. Ouais. Ne les oubliez pas, c'est très important. J'aime bien le concept de chaque invité ramène un petit objet comme ça. Un petit mojo. Et... Toi, t'as ramené ton bouquin, quoi. Voilà, je le ramène partout maintenant. Je vis avec. Je croise des mecs dans la rue. Je dis, t'as acheté mon bouquin? C'est bien. Et ça fait plaisir de revenir. Et on rappelle les saveurs de Nora, donc rappelle l'adresse. Ouais, 14 boulevard Figuière, je le refais. 14 boulevard Figuière, 4e arrondissement de Marseille, saveurs de Nora. Vous êtes les bienvenus. Voilà, on fait de l'autopromo à tout va ici. Et moi, j'ai rien à vendre. Attends, mais j'ai même pas un maillot d'une équipe que j'ai ramené de. Imagine Ben t'entend dire t'as rien à vendre. Pardon. J'ai un vieux t-shirt dégueulasse, tout abîmé, mais qui, quand il est neuf, il est sympa. Quand ils sont neufs, ils sont sympas, voilà, comme celui-ci. Quand ils sont neufs, ça rend un peu plus comme ça. Alors, conseil, laver à 30 et retourner. C'est le petit conseil du jour. Conseil, les pulls à capuche sont vraiment sympas. Et on va devenir vraiment un site de revente. Mais surtout, c'était pas sur ça que je t'attendais. Je t'attendais sur abonnez-vous. Abonnez-vous, tu vois. Moi, je suis toujours assis là. Ben le fait 50 fois par émission. Est-ce que je peux le faire, moi, de ma place? Je sais pas. Est-ce que tu peux le faire de sa place? Attention. Abonnez-vous. Attention. L'émission ne fait que 3h30. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Allez, on va se dire au revoir avant de mourir d'épuisement. On est déjà parti en couille, on peut y aller. Ciao à tout le monde et allez l'OM en espérant une victoire magnifique avec un jeu éblouissant à Lille. Allez, ciao tout le monde.